Bonjour Aline Samjiao. Voilà, j'ai déjà écorché votre prénom, ça commence bien. Bonjour. J'étais sûr que ça allait arriver, mais j'ai lu quelque part que ça se disait comme ça s'écrivait. Exactement. Oui. Donc Samjiao. Jiao. Sans le J. Jiao. Ouais. Voilà, exact. D'habitude, je remercie les gens de venir sur Bullseye, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus à moi de vous remercier puisque vous nous accueillez dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui. C'est le grand luxe, là, quand même, pour faire un podcast. On est en plein milieu de la scène, sur le devant, à l'endroit où normalement il y a le chef ou les solistes, donc avec une salle qui est installée, une scène qui est installée pour l'orchestre, avec déjà des chaises pour la répétition de demain, et puis une salle vide, mais avec tous ces fauteuils rouges en velours qui nous tendent leurs bras. C'est ça, pour recontextualiser à vous toutes et tous qui nous écoutez, en fait on est vraiment en direct de la salle de l'Orchestre Philharmonique de Liège, avec 1129 places, mine de rien, ici qui sont vides, heureusement pour nous, ça nous épargnera du stress supplémentaire. La première question que j'ai pour vous, elle va être un petit peu provocatrice, mais est-ce que la musique symphonique, c'est une musique de vieux ? C'est aussi une musique de vieux, mais c'est une musique de jeunes et c'est une musique de tous les âges, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la musique en général, c'est la forme artistique la plus partagée dans le monde. Les gens qui écoutent la musique, les gens qui font de la musique, il y en a plus que des gens qui font un autre type de loisir, comme la danse. Donc vraiment, la musique nous entoure. Je défie le moindre de vos auditeurs de n'avoir pas entendu dans sa journée où il nous écoute au moins un bout de musique, donc ça c'est pour le cadre musical. Et après, la musique symphonique, c'est une forme très facile de musique. Pourquoi ? Parce qu'elle est très spectaculaire. En fait, c'est une musique où il y a beaucoup de monde sur scène. Donc, soit on l'écoute à l'oreille, au casque, ou on l'écoute au détour d'une publicité, et là, on a quand même une richesse de son parce qu'il y a beaucoup de monde sur scène. Soit on a la chance d'être en concert, et même quand on n'aime pas ou quand on ne connaît pas bien la musique, on a l'œil qui peut se balader d'instruments absolument extraordinaires chez les percussions. On se demande même si ils ont trouvé ça dans leur cuisine. Parfois, il y a des instruments assez extraordinaires. Et puis, toutes les cordes qui jouent parfois ensemble, parfois pas ensemble, avec tous les archets dans le même sens ou pas. Enfin, on ne peut pas s'ennuyer pendant 1 heure au concert. Donc, c'est une musique vraiment facile d'accès. C'est une musique qu'on entend partout aussi. Pas que dans ce qu'on dit la musique classique. C'est une musique qu'on entend, encore une fois, je parlais des publicités. Dans les films. Dans les films, beaucoup. En fait, les films d'action, notamment, eux, utilisent beaucoup la musique symphonique. Parce que ça fait de l'effet, en fait. Et donc, c'est une musique qui fait de l'effet, parce que c'est une musique où il y a beaucoup de monde et qui envoie, si je puis dire, du gros son. Je vous pose cette question-là parce que forcément vous êtes la directrice de l'OPRL et qu'une de vos missions finalement c'est de promouvoir, de faire rayonner l'OPRL auprès de différents publics. On aura l'occasion d'y revenir. Mais avant toute chose, comment est-ce qu'on devient directrice d'un orchestre philharmonique ? Alors, c'est comme n'importe quel poste de directeur ou directrice. J'ai envie de dire et j'aime bien dire qu'il y a de multitudes de façons de diriger. J'ai beaucoup été embêtée dans ma vie professionnelle par des injonctions pour être directrice, il faut être comme ci, il faut être comme ça, pour être un bon directeur, un bon leader, etc. etc. Donc voilà, il y a plein de façons, il n'y a pas un profil type, il y a un peu 2 voies pour devenir directeur d'une institution culturelle. Soit la voie artistique, donc des artistes qui prennent la direction de structures. Alors ça, c'est surtout vrai dans la danse, dans le théâtre, où on a des hommes de théâtre, des femmes de théâtre à la tête d'institutions comme ça. Donc c'est des gens qui, à côté de leur création artistique, avaient envie de se doter d'un lieu, de diriger un lieu. Ou alors, on a plutôt des gens comme moi qui venons pas du milieu artistique, même si je suis musicienne, j'ai été musicienne amateur et c'est ça qui m'a emmenée ici. Mais à ce moment-là, soit du milieu de l'administration, finance, de la gestion, c'est mon cas, soit plutôt du milieu de la programmation, et puis qui, au fur et à mesure, décide d'aller prendre une direction. Je pense que ce qui nous rassemble tous, artistes, non-artistes, directeurs de lieux culturels, directeurs d'entreprise, c'est une vision et avoir envie de mettre en œuvre sa propre vision avec des gens et de faire avancer un collectif et quand même d'avoir une vision stratégique, l'envie d'aller plus loin que simplement le quotidien du travail. Vous êtes la directrice, mais vous êtes en fait la première directrice de l'OPRL, si je ne me trompe pas. Il semble que je suis la première femme directrice de l'OPRL. Ouais. Ce qui interroge finalement un petit peu sur la place de la femme dans le monde, en tout cas de la musique symphonique, puisque c'est vrai que, bon, sans être grand connaisseur, on a l'impression que les plus grands compositeurs, c'est à chaque fois des hommes. Bon, du coup, les femmes, elles sont où ?
Alors elles étaient là, mais elles ont été invisibilisées, donc ça les études le montrent. Les femmes compositrices notamment ont été invisibilisées. Pourquoi ? Parce que souvent à l'époque les compositeurs étaient aussi des chefs d'orchestre et que c'était pas du tout adapté à la position de la femme à l'époque de venir se présenter devant un orchestre et de diriger. Exception notable à une liégeoise, Juliette Folleville. Il y a une exposition en ce moment de la fille de l'ancien dirigeant du conservatoire Radou qui montre Juliette Folleville avec une baguette à la main sur cette scène en train de diriger l'orchestre au 19e siècle. C'est extrêmement Image rare. incroyable. Incroyable. Ouais. Donc il faut aller voir cette expo. Donc elles ont été invisibilisées et souvent donc elles composaient plutôt pour la musique de chambre, la musique de salon, parce que ça c'était mieux admis qu'elles composaient dans les salons que pour l'orchestre où il fallait quand même être en position de pouvoir diriger un orchestre. Il y a un côté un peu mégalomane en fait. Et ça c'était pas du tout adapté à cette image. Donc elles ont existé. Donc là on est en train de refaire un travail de redécouvrir des compositrices qui ont été invisibilisées. La musique classique est très mauvaise sur 2 disciplines, les compositrices en effet, du passé, parce que d'aujourd'hui non, on a plein de super chouettes compositrices et on travaille d'ailleurs avec elles très régulièrement, donc heureusement on arrive à contrebalancer les choses en faisant des commandes à des femmes compositrices. Et les chefs d'orchestre, pour la même raison que je dis, c'est que c'est quelque chose de pouvoir et que sans rôle modèle, c'est difficile de se projeter. Et après, pour ce qui est de la direction générale, c'est comme dans n'importe quelle partie de la société. C'est-à-dire que les femmes font de très bonnes expertes, souvent. Elles ont du mal elles-mêmes à s'autoriser à passer à la direction générale et à se dire qu'elles sortent de leur rôle pur d'expert pour avoir un rôle de leadership. Moi-même, j'ai fait un travail sur moi pour passer de, en gros, direction administrative financière à co-direction. Le saut le plus dur a été de co-direction à direction générale, où là, il y a des décisions, on est seul à les prendre. Oui. Et si jamais, alors évidemment, je suis très collective et je m'appuie beaucoup sur mon comité de direction, mais évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est ma responsabilité et je l'assumerai. Et voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à passer là, mais je regrette pas du tout parce que c'est absolument exaltant de pouvoir faire ses propres choix. Et moi, j'aime beaucoup, je pense, diriger. J'aime beaucoup faire mes choix. J'aime beaucoup la liberté que ça apporte. Et j'aime beaucoup aussi le collectif. Parce qu'en fait, on ne peut pas diriger une entreprise si on n'est pas dans le collectif. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, c'est ça que j'allais vous aborder comme sujet avec vous. C'est que vous avez, en tout cas, dans les différentes interviews que j'ai pu lire de vous, vous avez l'air d'avoir cette espèce de vision entrepreneuriale de la culture. Est-ce que ce sont 2 mondes qui peuvent se rencontrer ? Parce qu'on a souvent l'impression que culture et entrepreneuriat, en tout cas à côté plus business, entre guillemets, c'est pas forcément 2 mondes qui sont attirés les uns vers les autres, alors qu'il y a matière à faire. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir les 2. Après, il se trouve que dans mon parcours personnel, moi, comme j'ai étudié plutôt la gestion finance, ressources humaines, mon premier travail, c'était auprès du mécénat auprès des entreprises. Je suis assez familière avec ce milieu-là, mais la raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas le choix, c'est que des institutions comme celle-ci, elles s'adressent à un public. Alors qu'un artiste, dans son coin, peut très bien créer pour lui et rester sans public ou sans spectateur. Mais donc, dès lors qu'il y a un public à trouver, ça veut dire qu'il faut du marketing, qu'il faut de la communication, qu'il faut aussi des analyses d'impact, et qu'il faut que la programmation, c'est-à-dire la partie artistique de notre action, se matine de communication. Et dans les équipes que j'ai dirigées, parfois, il y a des tensions très fortes entre programmation et marketing. Pour caricaturer, le responsable marketing disant non mais ça va jamais vendre, laisse tomber, programme pas ça. Le programmateur disant mais ça fait 50 ans qu'on n'a pas joué cette œuvre, il faut qu'on la joue. Et puis la direction générale, donc moi en l'occurrence, qui suis là pour faire les choix, parfois de dire bah oui, cette œuvre on l'a jamais jouée, c'est une magnifique œuvre du patrimoine, il faut la donner, même si on prend le risque qu'il n'y ait pas beaucoup de monde en salle et on va mettre le paquet pour la com. Ou inversement, bah là les équilibres font que aujourd'hui, voilà, on a eu 2-3 semaines avec des œuvres très exigeantes, il faut qu'on ait une semaine de musique de film, par exemple, pour élargir un peu plus les choses. Et la recette, évidemment, se trouve dans les équilibres de tout ça. Est-ce qu'il y a eu aussi une question de, finalement, jouer quelque chose qui est un peu en phase avec son temps ? Oui, je le dis souvent, moi, cette phrase. En fait, c'est plus que jouer quelque chose qui est en phase avec son temps, c'est aussi être une structure qui est en phase avec son temps. Donc on est dans un endroit du 19e siècle, on le voit, il y a peu de choses qui ont bougé. Et pour autant, en fait, la musique et l'OPRL sont dans la société.
Il faut que les gens qui passent devant aient envie de rentrer. Et il faut que ce que l'on donne ici fasse écho à des thèmes de société. Et il faut aussi que les musiciens soient ailleurs qu'ici, dans la ville. Il faut aussi qu'il y ait d'autres choses qui se passent chez nous. C'est pour ça qu'on accueille, par exemple, le Festival du film de comédie, que j'ai envie de faire des partenariats avec d'autres festivals importants qui se passent ici. C'est pour ça qu'on a participé à la Nuit des Coteaux. C'est pour ça que j'espère qu'on participera à l'inauguration du tram, parce qu'en fait, ces lieux-là sont des lieux de société. Et si ça ne l'est pas, je trouve que c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, on est dans quelque chose de purement patrimonial et demain, on n'existe plus. Et moi, ce que je défends vraiment, c'est que cette musique, elle est vivante. Déjà, elle est éminemment vivante parce qu'il y a des musiciens qui la jouent devant nous, mais elle est vraiment vivante dans les thèmes qui la traversent, dans les émotions qu'elle donne, dans la réappropriation de ces musiques par tout un courant d'artistes ou de publicitaires d'aujourd'hui. Donc, il faut qu'on reste vraiment dans notre temps et dans notre environnement. C'est la deuxième chose aussi, c'est-à-dire dans notre territoire. Je pense que c'est important aussi. Est-ce qu'il y a aussi, forcément, dans cette logique-là, une volonté d'innover, peut-être? Est-ce que c'est possible d'innover autour, finalement, d'une musique, d'un lieu qui a déjà toute une histoire? Parce que la culture, c'est vrai que nous, chez Cible, on a, par exemple, l'habitude d'organiser des événements, notamment, par exemple, ici à l'OPRL. C'est souvent des lieux où on peut, par exemple, utiliser la technologie pour être plus proche du public, par exemple. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui est aussi dans votre réflexion par rapport à la musique Il y a deux types d'innovation. Par définition, l'art est création, donc innovation. C'est-à-dire que, et c'est vrai que c'est évident pour une œuvre d'art d'un peintre ou d'un sculpteur, c'est quelque chose de nouveau. On sait que l'art a eu un rôle très disruptif, très avant-gardiste. On y pense moins pour la musique symphonique, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup des œuvres du répertoire. On a à cœur de faire vivre ce patrimoine et ce matrimoine musical qui est autour de nous. Après, c'est aussi de la création, c'est-à-dire que tous les ans, on passe des commandes à des compositeurs, des jeunes compositeurs ou moins jeunes, qui écrivent une pièce qui n'a jamais existé avant. Donc, l'innovation, elle est déjà dans la forme même de la création artistique et on n'y fait pas exception. Donc, on joue chaque année ces créations-là. Et puis après, l'innovation, elle est, encore une fois, donc là, je reviens aux entreprises, elle est beaucoup dans les fonctions classiques entrepreneuriales de l'OPRL, marketing. On va utiliser les outils qui se développent. Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être des outils de CRM assez poussés. Donc, ce collège-là, c'est un côté purement entreprise. On va utiliser des logiciels intégrés de comptabilité ou de gestion pour nous faciliter la tâche. Donc là, on ne diffère pas d'une autre entreprise. Et puis, dans l'innovation, dans la programmation, là, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que ça peut être dans la forme du concert aussi, l'innovation. Ouais. Et là, on fait très attention, et notamment l'OPRL, c'est aussi pour ça que je suis venue ici. C'est que depuis quand même une dizaine d'années, fait très attention à varier les formats de concert. On peut proposer le même répertoire, mais on essaie de varier les formats de concert, l'heure du jour, la façon dont on présente aux enfants, par exemple, avec des comédiens, ou carrément le contenu artistique. On va, par exemple, fin septembre, on est allé au Manège Funk, donc on est sorti de chez nous pour proposer une œuvre musicale avec des danseurs et des chorégraphes. Et ça peut être aussi, par exemple, à la Nocturne des Coteaux, notre contribution, c'est que l'on a proposé une expérience de réalité virtuelle avec des casques. Okay, on était au cœur de l'orchestre. Donc oui, la technologie, l'innovation, du moment que c'est pas gadget et que ça nous sert vraiment à quelque chose, soit pour dire une émotion, soit pour progresser de façon entrepreneuriale, volontiers. Vous parliez, vous l'évoquez, l'intelligence artificielle, c'est un peu le sujet à la mode dont tout le monde parle et qui touche à énormément de métiers, évidemment. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un concert entièrement créé par de l'IA ? Il y a déjà eu, en fait. Il y a déjà eu des tests comme ça, de concertos créés par de l'IA. Pourquoi pas ? C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que l'IA challenge les créateurs médiocres parce que finalement, elle réutilise des choses qui existent et le fait de façon assez intelligente. Et que fait un compositeur ou un créateur ? Il va quand même aussi s'imprégner de sa culture, de ce qu'il a entendu à droite à gauche. Donc après, il arrivera plus difficilement à sortir quelque chose de très disruptif, puisque ça sort de façon un peu à part. Et puis, il va se nourrir uniquement de ce qui existe sur le marché. Donc, il peut y avoir des choses très bien faites à première vue, mais j'ai fait le test et ça n'a pas la
pour moi la profondeur de ce que peut avoir une œuvre symphonique d'un compositeur qui est passé à la postérité, hein, parce que évidemment on peut écrire plein de choses et si ça passe pas à la postérité, soit que c'est plus à la mode et on redécouvre des choses, soit parfois c'est que l'œuvre n'était pas si intéressante que ça, qu'elle apportait pas grand chose. Donc je suis pas très inquiète. Je pense que au contraire ça peut nous permettre de nous dépasser pour battre l'IA sur son terrain. Ouais, c'est un peu la course pour le moment avec toutes les innovations qui sortent, mais c'est justement ça aussi tout l'enjeu, c'est les intégrer finalement dans le quotidien. Peut-être pas de manière drastique, mais en tout cas même en termes d'expérience, peut-être pour le public. À terme, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à explorer. Il peut y avoir des choses intéressantes. Après, ce qui est important à dire, c'est quand même que nous sommes une entreprise fortement artisanale. Parce qu'à un moment donné, il y a un niveau de détail, un niveau de polissage de chaque sous-pièce qui constitue l'instrument, un niveau de maturité des vernis, etc., qui peut difficilement être industrialisé et surtout qui n'est pas rentable forcément industriellement. Donc, on est quand même dans une économie assez artisanale et par ailleurs, pour répondre à votre provocation du début par une autre provocation sur l'innovation, on est par définition incapable de faire des gains de productivité, au sens où on joue une œuvre de Beethoven quasiment avec le même nombre de musiciens qu'à l'époque, donc voire plus, parce qu'il y a eu un peu une tendance à gonfler les orchestres. Donc finalement, on ne peut pas faire des gains de productivité au sens où on l'entend en réduisant la part humaine du travail. On évoquait cette notion d'événement et votre approche un petit peu finalement B2B pour essayer d'aller toucher des entreprises. Imaginons 2 secondes, moi je suis un chef d'entreprise qui a envie de faire un événement. Est-ce que moi je peux venir vous contacter en disant voilà, j'aimerais vraiment bien faire un truc hyper classe dans une salle incroyable avec un concert incroyable? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a quand même des conditions, notamment par rapport à votre programmation? Est-ce que vous liez les deux en fait, programmation avec événement pour entreprise? C'est possible. On est plus prudent sur les locations à but artistique. On est par contre beaucoup plus ouvert sur les locations à but entreprise, faire un séminaire, faire une soirée. Et puis, Graal du Graal, on peut louer la salle et l'orchestre pour une soirée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la relation B2B, c'est qu'on n'est pas loin du B2C, au sens où quand on touche les entreprises, évidemment, elles vont avoir envie de faire des opérations ici. Donc, elles vont avoir envie soit d'inviter des collaborateurs, soit d'inviter des clients, soit de faire une opération particulière. Et dans tous les cas, il va y avoir des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans cette salle, qui vont la découvrir en étant invités, donc de la meilleure façon possible, bien placés, et qui vont, j'espère, revenir, adorer l'expérience et revenir, ou en parler autour d'eux et donner envie à d'autres de venir. Oui, parce que même pour vous, effectivement, d'un point de vue stratégique à long terme, c'est intéressant. Il faut savoir que l'EPRL est subventionné publiquement, mais ici, ça peut être aussi une autre source de revenus pour continuer à développer cette structure. Oui, c'est à la fois un complément de revenus, et ça c'est important. Et puis moi je crois beaucoup à l'aspect non financier, c'est-à-dire avoir autour de nous des chefs d'entreprise qui aiment ce lieu, qui aiment l'équipe, parce qu'une des choses aussi avec l'orchestre, c'est qu'on s'attache aux gens. C'est des gens qui vivent et travaillent ici, ils sont en CDI, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et il y a un vrai attachement affectif. En plus, Liège est une ville particulièrement chaleureuse où les gens s'attachent les uns aux autres, ce que je constate. Donc, il y a aussi un attachement de chef d'entreprise à ce lieu, aux musiciens, à l'équipe dirigeante, qui fait qu'on se sent porté, on se sent soutenu. Et si jamais il y a aussi un coup dur, ça fait des gens qui peuvent parler de nous, nous aider et être proches et nous apporter des choses. Donc ça, j'y crois au moins autant que l'apport financier. Mais c'est comme toujours, il faut toujours renforcer la visibilité, faire savoir. Je dirais que c'est un orchestre encore aujourd'hui qui fait mieux qu'il ne fait savoir. Donc, il vaut mieux ça que l'inverse. Il vaut mieux avoir un meilleur niveau que ce que l'on montre. Mais voilà, mon enjeu, c'est aussi, dans les années qui viennent, de donner encore davantage de visibilité à cet orchestre, à sa ville. Et le choix d'ailleurs du prochain directeur musical participe de cette stratégie pour moi. Et donc, pour augmenter cette visibilité, il faut intrinsèquement communiquer. On l'a dit tout à l'heure, on vit une époque quand même assez particulière où les choses avancent très vite, etc. Comment vous faites, vous, justement, avec votre équipe pour communiquer de manière, on va dire, en phase avec votre temps sur une musique, un lieu où on l'a évoqué, qui, pour, je pense, beaucoup de gens, en tout cas dans les plus jeunes, symbolise peut-être pas quelque chose d'hyper moderne. Comment on fait pour avoir une communication, justement, qui se modernise et qui touche
aussi bien des publics plus jeunes que des entreprises dans cette logique de B2B ou B2C dont vous parliez tout à l'heure? Pour le public, donc le B2C, c'est plutôt un mélange de programmation et de techniques de communication. Donc en programmation, c'est les formats dont je parlais qui peuvent s'associer, par exemple, aux Liégeois d'Ansan pour certains concerts, qui peuvent toucher du jeune public avec des formes très adaptées pour le jeune public. Même on a des concerts pour les bébés à partir de 8 mois. Donc ça, c'est rare dans les salles de spectacle d'avoir des concerts pour les tout petits. Par exemple, donc ça c'est vraiment déjà dans le contenu de la programmation. Et puis après, dans la façon de s'adresser au public, pour qu'elle soit comme nous, c'est-à-dire que nous, on considère que cette musique-là, elle n'est pas réservée à des gens qui connaissent. Et donc ça, d'un point de vue marketing, bon, évidemment, on utilise les réseaux sociaux, qui est quand même aujourd'hui... On a d'ailleurs, il y a 1 an, créé un poste de chargé des réseaux sociaux qui n'existait pas avant. Donc voilà, c'est dire l'importance que ça prend. Et puis, je peux prendre l'exemple de notre journée découverte. On avait une journée portes ouvertes depuis de longues années, qui était début premier week-end de septembre, gratuit. Mais finalement qui était presque plus destiné à nos anciens abonnés qui s'étaient pas réabonnés, on représentait les choses. Et on a décidé de changer complètement la forme pour s'adresser à des gens qui ne sont jamais venus chez nous. Alors évidemment, c'est prendre un risque parce qu'on était sûr d'avoir une salle pleine. Là, en s'adressant à d'autres personnes, on essaye de montrer qu'il n'y a pas de snobisme dans notre approche de la musique, que certes, quand on arrive dans la salle, il y a un cérémonial, il y a des chaises en velours, il y a des musiciens qui sont très bien habillés, par respect pour le public. Oui. Mais voilà, c'est juste un plus quand on est là. Quand on aime les voitures, on va pas forcément aimer la voiture la plus pourrie. On va avoir envie, ça va nous faire rêver d'avoir la plus belle voiture. C'est un peu ça. C'est pas de problème pour rentrer, vous venez comme vous êtes. Mais une fois qu'on est là, on vous offre quelque chose de vraiment haut de gamme. J'allais vous demander justement, est-ce qu'un des challenges justement dans la façon de communiquer autour de l'OPRL, vous le disiez, vous êtes dans une logique de haute qualité en permanence dans les représentations. Est-ce que c'est difficile de trouver le curseur entre faire une communication qui est plus accessible et qui touche plus de gens, tout en montrant cette qualité-là? Je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de communiquer sur la qualité. Ça, d'emblée, les gens, on leur dit orchestre symphonique, OPRL, même s'ils ne connaissent pas le nom de l'OPRL, on leur dit musique classique, tout de suite, ils ont un a priori de qualité. Donc je pense qu'on a peu à communiquer sur la qualité, simplement, et aussi parce qu'on est une institution qui a pignon sur rue, qui est reconnue. Donc après, nous, il faut qu'on communique sur le reste et montrer que les artistes sont aussi des gens comme les autres. Par exemple, on a une série avec de l'orgue, puisqu'on a un magnifique orgue aussi dans la salle. Donc on pourrait penser, l'orgue, c'est poussiéreux, ça touche vraiment un tout petit public qui a l'habitude de l'entendre dans les églises. Eh bien non, on invite une jeune organiste qui s'appelle Anna Lapout, qui est britannique et qui est une star des réseaux sociaux. Okay. Et donc, avec elle, typiquement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enregistré une petite interview vidéo où on lui posait justement des questions sur son approche des réseaux sociaux, est-ce que c'est elle qui fait ses propres réseaux sociaux, etc. Un peu comme on proposerait à un influenceur de répondre aux mêmes questions, ou un peu comme vous posez des questions que vous pouvez poser à d'autres chefs d'entreprise ou d'autres secteurs artistiques. Et voilà, et c'est une façon de montrer qu'on est dans notre temps et qu'on fait partie du paysage. Le problème qu'on a, c'est que on peut pas uniquement faire de la communication pour remplir la salle, ce qui a été traditionnellement la ligne ici, et on fait ça très bien. On a une équipe marketing et communication qui fait ça très bien parce que la salle est toujours très remplie. Or moi, mon inquiétude, c'est que ce soit toujours les mêmes qui prennent les billets et qu'on ne renouvelle pas notre public. Donc il faut aussi qu'on fasse de la communication institutionnelle pour dire qui on est, une communication d'image, et il faut aussi qu'on donne des occasions. Et c'est pour ça que cette année, il y a par exemple 4 concerts dont on a ouvert les réservations que 3 mois avant, un peu comme dans les musiques actuelles, pour permettre à des gens qui ne connaissent pas déjà la salle de ne pas trouver porte-cause quand ils arrivent et qu'ils disent « Oh, ça pourrait être sympa d'être à l'OPRL. Oh ben mince, il ne reste plus que des mauvaises places ou il n'y a plus de place. » Donc ça aussi, ça fait partie d'une stratégie de renouvellement des publics auquel je suis très attachée, même si ça fait peur à nos équipes communication et marketing, parce qu'on part d'une page blanche et donc d'une salle vide. Et il faut remplir 1000 places en 3 mois. Et pas forcément notre habitude. Bon, il y a un petit jeu que j'aime bien faire avec les invités que j'ai au micro. Vous venez de l'évoquer, on vient de parler de communication, d'enjeux finalement de public. Vous êtes une institution qui cherche à finalement grandir en termes de visibilité. Imaginons 2 secondes que vous venez trouver une agence de communication, par exemple. Ce serait quoi le brief à l'heure actuelle
que vous lui donneriez en lui disant, voilà, j'ai envie d'augmenter ma visibilité, c'est sur ça et ça que j'aimerais bien axer ma communication? Aujourd'hui, alors ça répond pas complètement à votre question, mais ça répond par une chose qui nous préoccupe. Aujourd'hui, je vous disais qu'il y a un décalage entre ce qui est réellement cet orchestre et je pense l'image qu'il a. Et ça s'incarne, donc je sors là, on se retrouve sur le plateau et je sors d'un concours de recrutement. Et on fait souvent le constat, notamment pour des postes difficiles, des postes de premier soliste très exposés, des instruments rares, basson, corps, qu'on a peu de candidatures et que quand on demande aux gens pourquoi ils candidatent ici, ils connaissent pas forcément l'orchestre. Donc en fait, le brief que j'aurais envie de faire, moi, à une agence de communication, ce serait de leur dire, voilà, créons une marque employeur, chose que l'on n'a pas encore vraiment fait dans nos recrutements. On connaît des grandes entreprises qui sont obligées de valoriser ce qu'elles sont pour attirer les talents. Oui. Nous, on n'avait jamais... on est quand même une entreprise, on est une PME, on est quand même assez artisanaux. Et donc aujourd'hui, ce serait ça. Ce serait créer une marque employeur qu'on puisse valoriser dans nos concours de recrutement, donc au niveau international. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, un jour, se dit « je vais faire 5000 km prendre l'avion pour venir passer ce concours sans être sûr de passer même le premier tour ?» Et je suis persuadée, donc là on est en train de faire une petite enquête parmi les musiciens, je suis persuadée que c'est comme n'importe quelle entreprise. C'est pas que le prestige du lieu, la qualité du directeur musical et des musiciens, c'est aussi beaucoup la proximité avec la famille. Est-ce que c'est proche d'axes de communication simples? Est-ce qu'on peut se loger facilement? Est-ce qu'il y a de quoi sortir dans la ville? Est-ce que, moi je suis sportif, il y a une offre sportive suffisante, etc. etc. Donc c'est ça que j'aurais envie de demander à une agence de communication, c'est un petit spot orienté recrutement de musiciens qui valorise la ville et qui valorise les aspects qu'un jeune musicien qui postule, qui colle à ses motivations que je ne connais pas vraiment aujourd'hui. Oui. Vous le disiez tout à l'heure que, par exemple, il y avait une des artistes qui était un peu une star sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que, par exemple, c'est plus vraiment une explosion maintenant, parce que les RS, c'est devenu quand même un peu la norme, mais en tout cas, c'est ce statut d'influenceur, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous attirer en vous disant, tiens, c'est vrai que cette personne-là, elle joue vraiment bien. Est-ce que ça a un petit peu changé la façon dont on peut recruter, par exemple, un musicien où ça ne rentre pas du tout en ligne de compte? Non, je pense pas qu'on va recruter comme ça. Ça va attirer notre attention, mais alors plutôt pour des solistes que pour des musiciens d'orchestre. Okay. Plutôt pour des solistes qu'on aurait envie d'inviter, ça va attirer notre attention et derrière, on va creuser pour aller écouter ce que vraiment la personne a dans le ventre. Et si il se trouve qu'elle a le niveau requis pour jouer ici et qu'en plus, elle est star des réseaux sociaux, là, on va peut-être plus choisir celle-ci que quelqu'un d'autre qui a le même niveau. Oui. Parce qu'on se dira que, et par exemple... pour cet organisme dont je parlais, on aurait eu envie de l'inviter de toute façon. Elle a une très belle carrière au Royal Albert Hall à Londres. Mais le fait qu'elle ait autant de followers sur les réseaux sociaux, qu'elle présente son art de façon aussi simple, attirant, ça a carrément joué dans le fait qu'on ait eu envie de l'inviter. Parce que de très 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 bons musiciens, il y en a beaucoup, 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 beaucoup au niveau international. Donc... quelque part, celui qui a quelque chose de plus, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un qui défend un répertoire différent, ça peut être aussi une diversité, des gens qu'on a moins l'habitude de voir sur des plateaux en Europe, dans des salles de concert classiques. Tout ça, ça peut faire la différence, en effet. Alors on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Je voulais juste encore aborder une thématique avec vous. Nous, récemment, chez Cible, on a été certifiés B Corp. Donc qui est un label, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est un label qui, on va dire, certifie qu'une entreprise s'engage, en tout cas à rendre le monde meilleur, entre guillemets, donc qui prend des engagements sociétaux. Vous, j'ai vu sur votre site que ça faisait aussi partie des engagements de l'OPRL. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer, par exemple, comment vous vous engagez sur le plan social, peut-être même environnemental, économique ou autre? Par définition, on est une entreprise sociale et c'est bien pour ça qu'on reçoit 80% de l'argent qui sont des subventions publiques. Il y a effectivement une obligation d'aller sur des sujets et d'aller vers un public qui ne va pas naturellement au concert classique. Il faut savoir qu'on a à peu près 200 événements par an, dont 175 concerts. Et sur 175 concerts, il y a un tiers qui sont destinés à des scolaires, donc qui ne sont pas du tout communiqués à personne, ni en B2B, ni en B2C. Enfin, en B2B, si on considère que les enseignants sont du business. Donc, on ne fait pas du tout état de ces concerts. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est
des publics qui sont dans des zones territoriales identifiées scolairement comme des zones avec des quotients économiques beaucoup plus bas qu'ailleurs. Et là, on est en partenariat avec l'association Remua et on fait un orchestre sur le modèle d'El Sistema. Donc El Sistema, c'est quoi ? C'est des orchestres qui se sont développés au Venezuela, dans les favelas. Et plutôt que, comme les enfants n'allaient pas à l'école, on donnait un instrument aux enfants et pendant toute la journée, du matin au soir, ils apprenaient l'orchestre en collectif. Et on a des magnifiques réussites. Donc on a une de nos musiciennes qui est issue de cette pédagogie du Venezuela. Il y a aussi un très très grand chef d'orchestre qui a été chef de l'Opéra de Paris, qui est chef du New York Phil, du New York Philharmonic, qui est aussi issu de cet apprentissage. Et donc, c'est un apprentissage de la musique classique, mais en collectif d'abord, et avec une dimension sociale derrière. Et on a donc un orchestre de 40 instrumentistes qui se produit sur la scène de l'Opérel une fois par an. Et il y a 4 heures d'atelier chaque semaine dans leur école pour eux. Et il y a à peu près 200 enfants qui chantent également. Donc ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est que la musique, elle est très facile d'accès pour tout le monde. Et le collectif a quelque chose qui dépasse largement la musique. Donc c'est un projet qui a vocation musicale et sociale en même temps. Et les études, alors moi je connais plutôt les études françaises parce qu'on avait un orchestre comme ça qu'on portait, montrent que les enfants font des progrès énormes scolaires en termes d'attention, en termes de concentration, en termes de discipline également. Et même s'ils ne continuent pas la musique derrière, quelque part, on a créé quelque chose d'assez unique chez ces enfants-là et on leur a donné des conditions de réussite sociale et scolaire et de réussite de leur vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très fort et j'y tiens beaucoup. Un vrai rôle d'éducation et d'éveil culturel finalement. Plus que culturel même, d'éveil à la société. Puisqu'ils apprennent à arriver à l'heure aux répétitions, ils apprennent à revenir d'une semaine sur l'autre à la répétition, ils apprennent à être fiers d'eux-mêmes, à rendre fiers leurs parents, parce qu'ils se produisent sur une scène magnifique, et ils développent leur confiance en eux. Donc en fait, ils développent leur citoyenneté, leur capacité à être des citoyens libres, qui vont nous apporter quand ils seront grands, mais même déjà petits, qui vont apporter peut-être les prochains innovateurs d'entreprises dans 10-15 ans. Qui se rappelleront qu'ils sont passés par l'OPRL. Oui, qui s'en rappelleront et surtout qui auront acquis des compétences sociétales grâce à cet apprentissage bienveillant, collectif et exigeant, en fait, aussi. C'est des choses auxquelles je suis assez attachée. Et vous parlez d'écologie. On a beaucoup à faire. Ici, il y a un certain nombre de choses qu'on met en place, notamment une politique de mobilité assez innovante avec du vélo-lise, des choses comme ça. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et on va s'y atteler. Des chantiers continus, c'est une nouvelle symphonie presque, on pourrait dire. Ouais. Et du long terme. Et il faut que ce soit incarné par la direction générale pour que ça prenne. En l'occurrence vous. En l'occurrence vous. Aline, merci beaucoup de nous avoir reçus dans cette salle de l'Orchestre Philharmonique. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Du coup, pour nous, Cible, on va vous voir dans pas très longtemps, puisqu'effectivement, on a un événement client prévu dans vos locaux, donc on vous racontera comment ça s'est passé, évidemment, sur nos réseaux. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, et puis merci d'avoir donné l'occasion d'un peu de visibilité de cette OPRL sur vos ondes. Écoutez, il gagne à être visité en tout cas. Merci à vous et à vous toutes et à tous qui nous écoutez. D'ici au prochain épisode, je vous dis salut. Bullseye.